on va aborder un sujet qui nous intéresse tant que des médecins éducateurs, c'est la prise en charge de la spondyloarthrite ankylosante. Notre spécialité, c'est une spécialité qui est essentiellement thérapeutique, c'est-à-dire que nous, les patients اللي كنشوفوهم كيجونا généralement diagnostic تاع spondyloarthrite ankylosante déjà posé, le patient كيكون déjà بدا التريتمون نتاعو. Mais bien évidemment dans certains cas كيجينا الباسيون وحنا اللي كنكونوا كنورينتيو الدياغنوستيك وحنا اللي كنصيفطوه للريماتو en fin de compte pour adapter le traitement. Parce que le patient qui a une douleur inflammatoire بدي سيني نتاع la spondyloarthrite ankylosante اللي le médecin rééducateur bien évidemment ceux qu'on عارفهم. Donc في هذا الطوبو هذا on va pas beaucoup détailler la présentation clinique, on va pas beaucoup détailler la prise en charge thérapeutique parce que la prise en charge thérapeutique surtout le volet pharmacologique c'est question de le rhumatologue. Nous on n'est pas censé نعرفوا les traitements médicaux de la spondyloarthrite ankylosante, mais l'objectif de le médecin physique et de réadaptation انه adapter واحد suivi نتاع الباسيون atteint de la spondyloarthrite ankylosante ou adapter un protocole de la rééducation qui fait partie essentiellement de l'arsenal thérapeutique de la spondyloarthrite ankylosante avec une activité physique adaptée. Donc, on va commencer par une petite présentation de la pathologie. Donc là, l'incidence de la spondyloarthrite ankylosante dans la population générale, c'est 0,5%, à peu près. La pic de fréquence, généralement, c'est une pathologie qui touche de sujets jeunes, généralement entre 25 ans et 45 ans. Donc c'est une pathologie, les caractéristiques principales, c'est qu'elle a une prédominance axiale. Donc contrairement aux autres rhumatismes inflammatoires, la spondyloarthrite ankylosante, généralement, qui touche les articulations qui sont centrées sur l'axe de patient, notamment le rachis, ainsi que les articulations sacro-iliaques. Les articulations sacro-iliaques, essentiellement, qui permettaient à la femme, au moment d'accouchement, un écartement du bassin pour laisser passer le bébé. Ou essentiellement, le rachis, c'est le rachis dorso-lombaire plus que le rachis cervical. Ainsi, les articulations costo-vertébrales, les articulations stéronocoxales, ainsi que les articulations coxofémorales. Donc, c'est la première particularité de la spondyloarthrite ankylosante. Donc, la deuxième particularité de la spondyloarthrite ankylosante, c'est que, contrairement à la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, qui se caractérise par des érosions ainsi que la destruction osseuse, la spondyloarthrite ankylosante, elle est caractérisée au cours du processus inflammatoire par des formations osseuses, notamment les ossifications, les calcifications des ligaments qui relient les articulations entre eux, les syndesmophytes, les la photo ici, les ossifications, bien évidemment, des ligaments qui lient les os entre eux, ce qui forme ici des ponts osseux, bien ce qu'on appelle par le tige de bambou. Donc, pourquoi on dit que la spondyloarthrite est ankylosante? Pourquoi? Parce que les calcifications ou les ossifications, quand ils vont se réunissent, il y a ce qu'on appelle par l'ankylose. Donc on ne peut plus bouger. Donc, initialement, le patient qui est en tout droit, au fur et à mesure, et en absence de traitement bien adapté, le patient qui a une tendance vers la syphose avec l'antéflexion de la rachis cervical, ainsi que la diminution de la lordose lombaire, ou heureusement que actuellement avec les traitements pharmacologiques, généralement les traitements biomédicaux, les anti-TNF, les formes graves, on les voit presque plus. Donc bien évidemment, les syndesmophytes,
la différence بينهم وبين les ostéophytes اللي كنشوفوهم في l'arthrose اللي كيكونوا en bec de perroquet c'est que هادو كيكونوا plus vertical et كيكونوا plus fins. Donc généralement, les manifestations cliniques de la spondyloarthrite combinent d'une façon qui est variable quatre syndromes principalement. Donc le premier syndrome, c'est le syndrome pelvirachidien, c'est le syndrome le plus fréquent, qui se traduit essentiellement par deux choses, notamment la sacro-iliite, qui est la douleur qui touche la fesse ou qui est d'horaire inflammatoire, c'est-à-dire que avec un réveil nocturne ainsi qu'avec un dérouillage matinal. Donc cette douleur ou bien cette féssalgie peuvent être unilatérales ou bien bilatérales ou bien en bascule. Mais فيهاش un caractère neurogène, donc pas d'irradiation vers le membre inférieur, pas de syndrome d'urmérien, pas d'impulsivité à la toux, mais qu'il y a un déficit sensitif parce que la féssalgie, ça peut être par exemple un sciatique tronqué, ça peut être un syndrome de piriforme, ainsi de suite. C'est une douleur qui est réveillée par les manœuvres suivantes, notamment la manœuvre de trépied. كنديروا واحد البريسيون على la fesse نتاع المريض, ça réveille la douleur. Aussi par l'appui monopodal, parce que lorsque de l'appui monopodal dans la mise en tension des articulations sacro-iliaques, le cisaillement des sacro-iliaques, ainsi que la manœuvre de Patrick, qui associe une flexion, ainsi qu'une abduction, ainsi qu'une rotation externe. On a aussi, le syndrome pelvirachidien, des rachialgies qui sont inflammatoires. Les rachialgies inflammatoires ont des caractères pour qu'on retienne que ce sont des rachialgies inflammatoires. Donc, premièrement, l'âge de début doit être avant 40 ans. Parce qu'après 40 ans, généralement, les sujets âgés ont des lombalgies. Le début est insidieux. Ce sont des lombalgies qui s'améliorent à l'exercice, contrairement aux rachialgies mécaniques où ils s'aggravent par l'exercice et s'aggravent par l'effort. Absence d'amélioration au repos, contrairement aux rachialgies mécaniques aussi. Ainsi que ce sont des douleurs qui sont nocturnes, et qui caractérisent la douleur inflammatoire, parce que le cycle nictémaire, la sécrétion de cortisol, la sécrétion de cortisol est basse, où le cortisol c'est un hormone anti-inflammatoire, ce qui fait les douleurs inflammatoires se manifestent surtout la nuit. Donc on retient qu'une rachialgie est inflammatoire, il est qu'on a au moins 4 critères, les 5 qu'on a déjà cités. Donc on a dit un syndrome pelvirachidien qui associe une sacro-iliite ou bien des lombalgies, surtout qui touchent les étages dorsolampaires. Le syndrome articulaire périphérique, généralement, c'est une oligoarthrite qui a des grosses articulations, le plus souvent qu'à toucher le membre inférieur, généralement le genou, la cheville, ainsi que l'articulation coxofémorale, il y a une atteinte qui est fréquente et grave et pronostique. On a aussi un syndrome antésopathique, qui كتكون فيه des douleurs نتاع les anthèses qui كيكونوا aussi d'allure inflammatoire, qui s'améliorent au cours de la journée bien sûr. Les anthèses qui touchent généralement le talon, et هادشي كيدير une diagnostic différentiel avec la fascite plantaire, les anthèses نتاع le tendon patellaire, ainsi que les insertions au niveau de contre-cantaire. Le syndrome antésopathique aussi, كنقدروا نلقاو فيه une dactylite, il y a une tumification généralement d'un doigt de membre inférieur, alors que le syndrome extra-articulaire, ce sont des manifestations qui sont généralement extra-articulaires. Là, je vous le diapo suivant. On peut trouver une uvéite antérieure, on peut trouver bien sûr un psoriasis. On parle de rhumatisme psoriasique qui fait partie bien sûr de la famille des spondyloarthrites. On a aussi une fibrose pulmonaire. On a aussi des manifestations digestives, notamment maladie de Crohn, surtout essentiellement.
Ou parfois, on peut trouver aussi les atteintes les intravasogènes distales, surtout le rhumatisme psoriasique. Donc, généralement, euh, من كيجينا الباسيون بune sacroiliite clinique, on demande généralement une radiographie de bassin. Radiographie de bassin, اللي تقدر تكون normale, c'est le stade 0. C'est-à-dire la classification de New York de la sacroiliite. Le stade 1, on peut trouver une condensation de les verges sacro-iliaques. Stade 2, كنلقاو généralement un pseudo-élargissement. Stade 3, كنلقاو un pincement. Le stade 4, كنلقاو une ankylose. Donc, selon la classification de New York, une sacroiliite radiologique sur la radiographie est retenue. Il est quand un stade 2 bilatéral. Donc, parlons maintenant sur les critères diagnostiques de la spondyloarthrite ankylosante. Donc, avant, كانوا عندنا les critères modifiés نتاع نيويورك اللي كانوا كيتبازاو principalement على les critères radiologiques. C'est-à-dire que, pour dire que le patient a une spondyloarthrite ankylosante, il doit avoir une sacroiliite bien visible sur l'imagerie. Ou, هادشي كيعني بأنه on va laisser le patient parfois évoluer 10 à 15 ans قبل ما يبانوا هاد les lésions radiologiques وهادشي اللي يدير un retard diagnostique. Bien sûr, il y a un retard diagnostique, c'est-à-dire que c'est un retard thérapeutique. Ou qui dit retard thérapeutique dit bien sûr un mauvais contrôle de l'inflammation ou bien sûr mauvais contrôle de la pathologie. Donc aujourd'hui, généralement il y a 6 ans, là il y a 7 ans, donc le groupe le ASAS, les chercheurs de la spondyloarthrite, adaptent des nouveaux critères où, bien sûr, ils ont réuni plusieurs pathologies sous un nom de la famille des spondyloarthrites ankylosantes, notamment la spondyloarthrite ankylosante axiale, le rhumatisme psoriasique, aussi généralement l'arthrite réactionnelle, ainsi la spondyloarthrite au cours des pathologies intestinales, notamment le Mickey. Donc, le caractéristique des pathologies, c'est qu'il y a une prédisposition génétique qui est le HLA-B27. Bien sûr, le HLA-B27, il n'est pas exprimé de la même façon que des pathologies. Il est exprimé presque 90% de la spondyloarthrite ankylosante, presque 75% de rhumatisme psoriasique, presque 60% les atteintes au cours des pathologies inflammatoires intestinales. Donc, les critères de l'ASAS, je le dis, premièrement, on doit avoir un patient qui a une rachialgie inflammatoire plus de 3 mois. Bien sûr, on a défini déjà la rachialgie inflammatoire avec un âge de début qui est moins de 45 ans. Bon, après, on a une imagerie, une sacroiliite ou bien sur la radiographie ou bien sur l'IRM qui est plus sensible à la détection de la sacroiliite. Donc, on a la radiographie pour dire qu'une sacroiliite radiographique, la radiographie de bassin, on a un stade 2 en bilatéral. Donc, il y a une rachialgie inflammatoire chez un patient moins de 45 ans avec une sacroiliite radiologique. Dans le cas, il y a un seul critère parmi les critères suivants pour dire que le patient a une spondyloarthrite ankylosante. Par contre, parfois, il y a des spondyloarthrites non radiologiques. Donc, dans le cas, il y a un dosage de HLA-B27. Donc, il y a le HLA-B27 positif. Dans ce cas-là, c'est deux critères
Mais des critères suivants pour dire que le patient a une spondyloarthrite ankylosante. Donc, quels sont ces critères? Bon, une rachalgie inflammatoire, bien sûr, une arthrite نتاع les articulations périphériques, des anthésites, notamment des douleurs de talon, des douleurs de tendon patellaire, des douleurs avec le contre-comptaire, une uvéite antérieure, comme on a déjà vu, une dactylite, il y a une tumification qui a un doigt, ou bien ce qu'on appelle par le doigt en saucisse, le psoriasis, ou bien un antécédent de psoriasis, Mickey, patient يعني عنده Crohn ou la RCH, une bonne réponse aux INS, ainsi qu'une CRP qui est élevée. Donc, dans le cas, on peut bien évidemment poser le diagnostic de la spondyloarthrite ankylosante. Donc, rapidement, on va passer pour parler des principaux principes de la prise en charge de la spondyloarthrite ankylosante. Donc, on peut dire que la spondyloarthrite ankylosante, c'est une pathologie qui est sévère, avec des manifestations qui nécessitent généralement une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, l'objectif principal de la prise en charge de la spondyloarthrite ankylosante, c'est d'améliorer la qualité de vie du patient, bien sûr, réduire l'inflammation, ainsi que réintégration sociale du patient. Donc, la prise en charge le patient atteint de la spondyloarthrite doit associer des traitements non pharmacologiques ainsi que des traitements pharmacologiques. Le traitement pharmacologique de la spondyloarthrite ankylosante ou bien axiale doit être optimal, mais bien sûr, il repose sur une décision partagée entre le patient et son médecin, qui essentiellement concerne les rhumatologues. Donc, généralement le traitement pharmacologique de la spondyloarthrite ankylosante, c'est que lorsqu'on pose le diagnostic, le patient, parfois, quand il développe des INS, pendant 2 semaines, quand je fais la réponse qui est il ما كانتش une bonne réponse لهاد l'INS كنحاولوا نبدلوا هاد l'INS الاخر pendant 2 semaines il ما كانش la réponse généralement كندوزو les anti-TNF bien sûr après un bilan pré-thérapeutique bien sûr pour éliminer toute infection parce que les anti-TNF c'est un traitement immunosuppresseur donc le patient qui a un risque نتاع انه ياخذ des infections كيكون vulnérable les infections contrairement les sujets immunocompétents. Donc arrivons maintenant à la prise en charge en médecine physique et réadaptation. Donc حنا ملي كيجينا الباتيون atteint de la spondyloarthrite ankylosante, on doit faire un bilan. Donc le premier bilan c'est savoir l'activité de la maladie. Donc, comment on va savoir cette activité de la maladie? On va voir, bien sûr, si le patient est toujours douloureux ou non, le VA douleur. Le VA de la fatigue, parce que c'est une pathologie qui est chronique, qui induit de la fatigue, avec un déconditionnement à l'effort. Le nombre de réveils nocturnes, ainsi que la durée de dérouillage matinal. Après, on doit faire un bilan à travers l'examen clinique. Bien sûr, premièrement, on va évaluer les déformations axiales, la taille. Pour chaque consultation, on doit mesurer la taille. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'évolution naturelle de la spondyloarthrite ankylosante, qui est une tendance vers la kyphose et l'antéflexion cervicale, ainsi que la diminution de la lordose lombaire, c'est-à-dire que le patient, il a la pathologie نتاعو ماشي contrôlée مزيان, la taille نتاعو اللي تبقى كتنقص. La mesure de la kyphose dorsale par un fil à plomb entre la 7e vertèbre cervicale ainsi que le fil qui va passer flax, l'occiput, tel pli interfessier. La mesure de la lordose lombaire entre L3, c'est-à-dire à la hauteur entre les deux épaules antéro-supérieure avec le fil, ainsi que la mesure de l'antéprojection cervicale, la distance occiput-mur.
Donc l'évaluation de la perte de la mobilité, généralement lombaire, c'est l'indice de Schubert. Dorsolombopelvifémoral par la distance doigt-sol, parce que la distance doigt-sol, ça reflète toute l'extensibilité de le complexe dorsolombopelvifémoral, alors que pour tester que l'étage lombaire, c'est surtout l'indice de Schubert. Cervical, c'est surtout par flexion-extension le montant sternum, alors que les rotations, ce sont la distance entre les mentons et les acromions. Costo-vertébral aussi. Donc on doit mesurer l'empilation thoracique au niveau de quatrième espace intercostal. Pourquoi c'est très important à Tchihada? Parce qu'on a dit déjà que la spondyloarthrite ankylosante, c'est une pathologie qui touche même les articulations costo-vertébrales, même les articulations costosternales. Ou Hachi, au fur et à mesure, peut causer une restriction respiratoire ou bien un syndrome restrictif par diminution de l'empilation thoracique. Parce que patient, au cours de l'inspiration, le volume de la cage thoracique qui est pour permettre aux poumons انهم يعمروا بالاir. Donc le cas هذا الا كانت عندك une atteinte costo-vertébrale évoluée, l'empilation thoracique est نقص. Donc il faut toujours mesurer l'empilation thoracique au niveau de quatrième espace intercostal au moment de l'inspiration. Bien sûr, il faut aussi chercher les atteintes des articulations périphériques. Généralement, il faut bien mesurer les amplitudes articulaires de toutes les articulations, surtout la hanche, pour voir si on a une coxite, ainsi que le genou. Bien sûr, bien tester les muscles périarticulaires du genou et de la hanche, généralement pour dépister un fléchome de genou ou bien un fléchome de hanche. La recherche aussi des anthésopathies. Donc, il faut aussi chercher les atteintes extra-articulaires. Il faut chercher la capacité physique générale parce qu'on a dit déjà que le patient atteint de la spondyloarthrite ankylosante, il est atteint d'une inflammation qui est chronique ou généralement toutes les pathologies chroniques, que ce soit la spondyloarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, sont des pathologies qui sont associées à un déconditionnement à l'effort avec une fatigabilité. Donc, علي نسولو الباسيون généralement périmètre de marche نتاعو شحال واش كيقدر يطلع الدروج est-ce qu'il est dyspnéique ou non ou bien sûr qu'il y a une échelle spécifique نتاع la spondyloarthrite ankylosante, c'est l'échelle de Pasfi qu'on doit le mesurer dans la première consultation ainsi que pour bien sûr faire aussi le contrôle pour voir si la prise en charge éducative elle est dans la bonne voie ou l'elle. Donc, généralement, pour un patient qui est atteint de la spondyloarthrite ankylosante, donc, ما كنشدوش الباسيون pour une longue durée. يعني كيبقى كيدير لا ريدوكاسيون كيعاود يدير لا ريدوكاسيون يعاود يدير لا ريدوكاسيون زعما كيبقى في بلاطو تكنيك pendant une année ou pendant 6 mois. Non. Donc ce sont généralement des 15 séances à répéter par exemple 2 fois par année ou bien 3 fois par année. Ou durant les 15 séances, on adopte au patient un autre programme كنعلموه فيه les exercices اللي خصو يديرهم واللي يقدر يديرهم هو في الدار. Donc les principaux objectifs de la rééducation, c'est premièrement la prévention des raideurs et des déformations, la lutte contre les attitudes vicieuses, généralement le fléchissement de la hanche, le fléchissement du genou, la syphose dorsale, la diminution de l'ordose lombaire, l'éducation de l'hygiène de vie et l'information de malade sur sa pathologie. Donc, informer le malade que la pathologie c'est une pathologie qui est chronique, le risque de la fatigabilité, le risque de déconditionnement à l'effort, le risque de syndrome restrictif pulmonaire, éducation de l'hygiène de vie, c'est-à-dire que le patient, surtout, il y a l'activité physique régulièrement, minimum 3 fois par semaine, ainsi qu'il doit arrêter le tabac parce que
toutes les études l'indaro لقاو بأن الطابة aggrave de plus l'inflammation et diminue la réponse au traitement pharmacologique. Aussi, parmi les objectifs de traitement, c'est une réinsertion socio-professionnelle pour que le patient peut reprendre ses activités professionnelles, peut vivre sans aucun problème. Je mets les moyens. Ce sont des exercices de renforcement musculaire, le maintien de la mobilité, travail de la posture, activité physique, travail respiratoire, ou bien évidemment, comme on a déjà dit, l'arrêt de tabac, éducation de patients sur l'arrêt de tabac ainsi que sur l'activité physique. Donc, concernant le renforcement musculaire, les muscles qu'on doit les renforcer, ce sont les muscles antigravitaires. La spondyloarthrite ankylosante, on a dit que c'est une pathologie à cause de les formations osseuses liées ou bien les différents ponts osseux, a tendance à être vers la kyphose ou vers le fléson. Donc, l'objectif de renforcement, c'est le renforcement des muscles qui luttent contre le kyphose et contre le fléson. Généralement, ce sont les muscles extenseurs de rachis, érecteurs de rachis, les muscles fixateurs de omoplate, généralement les rhomboïdes, trapèzes, et les extenseurs de rachis cervical. Donc, on doit renforcer les muscles hadou, ou bien évidemment, puisque la tendance c'est vers le kyphose ainsi que vers le fléson, il faut en même temps étirer les muscles qui diront le kyphose ou qui diront le fléson. Généralement les pectoraux, parce que les pectoraux ils se rétractent ou qu'ils diront un enroulement sur les épaules en avant, aggravant de plus le kyphose, la kyphose dorsale. Il faut bien sûr faire un étirement des muscles fléchisseurs de cou, parce qu'on a dit que l'évolution naturelle de la spondyloarthrite ankylosante, on a une anté-flexion de cou. Donc bien évidemment pour les articulations périphériques, il faut bien renforcer les fessiers et aussi renforcement de quadriceps, parce que parmi les complications, c'est le fléson de la hanche. Donc on doit renforcer le fessier, qui est un muscle qui lutte contre le fléson de la hanche. On doit renforcer le quadriceps, c'est un muscle qui lutte contre le fléson du genou. On doit renforcer les abdominaux, bien évidemment. Nous aussi, on doit étirer les psoas, parce que c'est un muscle qui favorise le fléson de la hanche, il est qu'un rétracté. On doit étirer les ischio-jambiers, parce que aussi ce sont des muscles qui favorisent le fléson du genou, il est qu'un rétracté. Donc, les formes sévères, le renforcement musculaire doit être isométrique parce que c'est la forme la plus sécurisée de le renforcement musculaire. Généralement, quand on parle de le renforcement isométrique, le rachis, ce sont généralement des exercices à le pont, et aussi des exercices à la planche, le pont latéral et le pont antérieur. Donc, bien évidemment, la prise en charge rééducative aussi, il faut faire un travail respiratoire. Le travail respiratoire, pourquoi? Parce que on a dit que pour la prévention de la restriction pulmonaire, parce qu'on a déjà dit que les articulations costo-vertébrales et aussi costo-sternales très souvent de l'inflammation ou de l'inflammation avec les formations osseuses, ceci peut induire une rigidification de la cage thoracique. Et donc, l'inspiration normale, qui a un mouvement de l'élévation ainsi que l'ouverture des côtes, parce que le volume de la cage thoracique ou le poumon se remplit d'air. Et donc, quand on a de l'inflammation, avec la déformation osseuse, l'empilation thoracique, ou les amplitudes, ou la souplesse sur les mouvements des côtes, donc ceci peut causer un syndrome restrictif. Et pour cela, il faut prescrire toujours systématiquement des patients atteints de la spondyloarthrite ankylosante un travail respiratoire. Travail respiratoire fait juger le travail de l'empilation thoracique par les exercices de expansion latérale ainsi que les expansions antéro-postérieures. Aussi,
un travail de la respiration abdominale. Donc, comment on peut, par exemple, travailler la respiration? Il y a une posture qu'on appelle la posture de sphinx, qu'on doit le voir après. La posture, يقدر المريض يخدمها par un autre programme avec une respiration profonde. Voilà, on peut voir cette photo ici. Voilà la position de sphinx. Donc, le patient يقدر يجلس في دارو, par exemple, 3 fois par jour, pendant 10 minutes, faire la position هذه ويدير une respiration profonde. C'est ce qu'on appelle par l'expansion antéro-postérieure. L'expansion latérale, le patient il dire une inspiration profonde avec une pression à les côtes نتاعو. Donc de cette façon, il va améliorer l'empilation thoracique نتاعو. Ou bien sûr aussi un auto-grandissement actif avec un bâton derrière la nuque et aussi il y a cet exercice avec une inspiration profonde. Après, on a le travail de posture. Le travail de posture, c'est aussi posture sur les articulations périphériques ainsi que la posture globale de rachis. Donc, il y a une des postures que généralement, c'est la posture de sphinx. Parce que cette posture, généralement, c'est une posture qui permet le maintien de lordose lombaire ainsi que la diminution du syphos thoracique. Donc, cette posture, le patient se dira sera plusieurs fois par jour. Il y a aussi cette posture, ce qu'on appelle par l'autograndissement actif par le patient. Ou bien sûr, déjà fait d'exercice, le patient il travaille en même temps la posture, il travaille en même temps la respiration parce que vous pouvez remarquer dans la photo numéro 1 que il est en inspiration profonde. Il faut aussi faire des postures pour lutter contre le fléchissement de la hanche ainsi que du genou. Voilà. Donc, essayez de faire un oreiller ou bien un ballon au-dessous de le genou, ainsi que faire une extension active, ainsi que faire des étirements, des auto-étirements des auto-étirements pour lutter contre le fléchissement de la hanche. Donc, arrivons maintenant à l'activité physique adaptée. Bon, l'objectif de l'activité physique adaptée, bien évidemment, c'est la lutte contre le syndrome restrictif, les déjà connus, la réduction du risque cardiovasculaire parce que l'inflammation favorise et augmente le risque cardiovasculaire. Un effet anti-inflammatoire et antalgique parce que certaines études ils ont montré que lors de l'exercice physique, on a des sécrétions des hormones de stress. Les hormones de stress ils vont stimuler la sécrétion des agents anti-inflammatoires, notamment les interleukines 10, les interleukines 4 et les cytokines anti-inflammatoires, ainsi que pour la lutte contre la fatigue. Donc les exercices généralement doivent être aérobiques, la marche, la natation, l'aquagym, le vélo, ainsi de suite. Et bien sûr, on doit bien éduquer le patient sur l'importance de l'exercice physique, sur l'importance de l'activité physique adaptée. Et les raso 30 minutes par jour, 3 fois par jour le minimum. Donc, pour conclure et pour bien sûr récapituler, on a dit que la spondyloarthrite ankylosante, c'est une pathologie qu'on doit la connaître en tant que de médecin éducateur parce que la prise en charge de le médecin physique et le médecin éducateur, il fait partie de l'arsenal thérapeutique de la spondyloarthrite ankylosante. On a dit que c'est une pathologie دي l'incidence نتاعها كاينه donc c'est une pathologie اللي كاينه في la population marocaine surtout. On a dit aussi que c'est une pathologie qui se caractérise par une atteinte axiale ainsi que par une formation osseuse contrairement aux autres rhumatismes inflammatoires. On a dit aussi que c'est une pathologie l'évolution naturelle en absence de traitement c'est vers l'ankylose
vers la syphose, vers l'antéflexion dorsale, vers le fléchissement de hanche ainsi que le fléchissement de genou. On a dit qu'elle peut toucher aussi les articulations périphériques, généralement la hanche, le genou ainsi que la cheville. On a dit que le diagnostic maintenant, qu'il y a des nouveaux critères qui ne se basent pas essentiellement sur la radiographie, sur les signes radiologiques. Il y a même les signes radiologiques qui par le dosage de HLA-P27. On a dit aussi que la prise en charge éducative se repose essentiellement sur le renforcement musculaire les muscles qui luttent contre le syphose, ainsi que le fléchissement de hanche ainsi que de genou, avec l'étirement bien sûr des antagonistes. Se repose aussi sur le travail de posture, se repose aussi sur le travail respiratoire pour lutter contre le syndrome restrictif pulmonaire et aussi sur l'importance de l'activité physique et l'auto-activité physique et aussi bien sûr l'éducation thérapeutique et l'arrêt de tabac. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah.